Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale de votre magazine Éco-Débat. On parle bien souvent de thématiques un peu spécifiques à certaines corporations ou à certains secteurs clés de nos économies. Aujourd'hui, on fait une petite exception, si on peut le dire. On parle d'une notion qui concerne tout le monde. Comment gérer ses finances personnelles pour être en adéquation avec les réalités du moment et avec nos aspirations personnelles. Un expert comptable, un ministre, un instituteur et un restaurateur auront chacun une approche différente de la gestion de leurs revenus. Vous l'avez compris, on parle de cette fameuse notion d'intelligence financière qui de plus en plus s'impose à tous. Brice Kouao, vous êtes analyste financier et vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Stéphane, merci beaucoup. Avec nous en studio, Monsieur Yao Félix, vous êtes coordonnateur programme éducation financière. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Alors, on en parle beaucoup, l'intelligence financière. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on peut définir l'intelligence financière? Alors, il faut dire que on parlera d'intelligence financière, vous entendrez souvent d'éducation financière, mais l'intelligence financière, c'est la capacité que nous avons à résoudre des problèmes qui se posent à nous. C'est ça l'intelligence en fait. Maintenant, appliqué donc à la finance, c'est être capable effectivement d'utiliser des connaissances, des compétences et la confiance nécessaire pour gérer au mieux donc sa finance. Et comment cela peut s'appliquer ou comment cela impacte au quotidien monsieur, madame, tout le monde? L'insuffisance d'intelligence financière, dans ses conséquences, peut montrer déjà comment ce concept impacte la vie des gens. On a eu récemment en Côte d'Ivoire le problème des placements d'argent, d'abord avec les structures de placement d'argent telles que nommées, ensuite avec les structures d'agrobusiness. À mon bon souvenir, on tourne autour de plus de 100 milliards, je pense, d'investissements perdus. Donc l'insuffisance d'intelligence financière a conduit des ménages à perdre 1 an, 2 ans, des fois même des sommes prises à crédit dans des placements hasardeux. Donc, il y a plusieurs dimensions dans l'intelligence financière et le fait de disposer, comme le maître l'a dit, de compétences ou de ne pas en disposer peut nous conduire à faire des choix qui vont impacter notre santé financière. Pour revenir un peu sur la définition, on peut dire que les compétences et les connaissances qui nous permettent d'être mieux dans nos finances constituent un peu le socle de l'intelligence financière. Donc, toute personne qui est en difficulté en termes de compétences peut avoir par derrière une vie financière difficile. Et là, pour le thème, on va partir, on a dit l'intelligence financière sous-exploitée en Afrique. Est-ce qu'on peut, on peut le dire aisément? Est-ce que c'est sous-exploité? Est-ce que vraiment les Africains ne s'adonnent pas encore concrètement à l'utilisation pratique de cette donne? Je serais moi tenté de dire tout simplement absence d'intelligence financière est un handicap majeur pour l'Afrique. Étant entendu que, vous savez, dans les curricula, c'est-à-dire que vous entrez à la maternelle jusqu'à l'université, on vous parlera, on vous apprendra beaucoup de choses, de bonnes choses, mais on ne vous parlera pas de comment gérer par exemple votre futur salaire, comment gérer donc vos ressources que vous allez avoir dans la vie. Et donc du coup, nous sortons, on va dire, du système éducatif classique, déjà handicapés à la gestion donc, de revenus. Or, ce sont, on va dire, l'éducation financière, l'intelligence financière, sont des choses qu'on devrait inculquer, on va dire, à nos enfants, dès le jeune âge. Apprendre à se familiariser, par exemple, à l'épargne. Parce que n'oubliez pas que l'épargne, c'est une culture qui s'acquiert. Ce sont des habitudes qu'il faut donc implémenter chez nos enfants, chez les jeunes, vraiment très tôt, de sorte qu'ils puissent grandir avec donc des compétences, des aptitudes et leur permettant de gérer au mieux leurs ressources. Mais il n'y a pas seulement que les écoliers. Il faut déjà même à la maison parler argent. Il faut parler argent. Monsieur, madame doivent parler argent. Doivent parler argent avec les enfants. Il faut désacraliser, on va dire, la question de l'argent. Et justement, de manière concrète, de manière pratique, comment établir l'intelligence financière au quotidien
pour la personne lambda, pour tout le monde? Quelles sont les grandes composantes de l'intelligence financière, M. Maurice? Au niveau des recherches que j'ai menées, je n'ai pas trouvé aujourd'hui de structuration un peu dogmatique qui fasse l'unanimité au niveau des grands courants de pensée. Donc, moi, je fais une synthèse des éléments disponibles et je proposerai une lecture en 4 points. Donc, la capacité à créer de la richesse peut être un premier élément qui exprime de l'intelligence financière. Donc, être compétent à créer de la richesse. Si vous avez une formation, et pour la formation, vous avez un salaire de 500 000, et pour la même formation, quelqu'un capable d'agir et recevoir 1 million, il est plus compétent que vous à gagner de l'argent. Alors qu'à la base, vous êtes parti, disons, sur la même ligne. Deuxième aspect, la capacité à gérer ses ressources. Donc, 2 personnes gagnent le même salaire, une à la fin du mois ou de l'année épargne 10%, l'autre 20%. Le second est plus compétent sur l'angle de la gestion des ressources. Donc, deuxième dimension de l'intelligence financière, la capacité à gérer. Troisième dimension, la capacité à faire fructifier. Vous avez une épargne, vous avez 1 million, votre voisin 1 million. Vous déposez vos 1 million à la banque avec la rémunération que vous savez, c'est-à-dire pas grand-chose. Et l'autre arrive à faire des activités qui lui rapportent 20%, 25%. Il est plus compétent que vous sur la capacité à faire fructifier l'argent. Donc, en termes de capacité opérationnelle, moi, je peux donner la capacité à créer de la richesse, à gérer et à faire fructifier son argent. Mais avant ces 3, il y a le système d'information, de croyances et de valeurs de la personne. Des fois, certaines personnes ont des problèmes d'argent parce qu'elles ont de mauvaises conceptions sur le sujet. Le maître dit souvent, les riches sont malhonnêtes. Donc, le fait de rattacher la richesse à une grille morale fait que les gens n'arrivent pas à s'engager dans la recherche de l'argent. Ou bien, il faut de l'argent pour créer une entreprise. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat et beaucoup de jeunes sont freinés parce qu'ils semblent rechercher un certain capital. Alors qu'avec l'intelligence financière, vous apprenez qu'il est possible de créer des activités génératrices de revenus avec peu, voire pas du tout d'argent. Mais je pense que ça peut faire l'objet d'une autre émission. Donc, c'est vraiment toutes ces dimensions-là qui forment l'intelligence financière. Capacité à créer, gérer et faire fructifier son argent. Et au-delà, le système de croyance, de valeur et d'information sur le sujet. Donc, au bout de la chaîne, c'est carrément une certaine acquérir une indépendance financière, on peut le dire. Voilà, la finalité, c'est ça. Et vous partagez ces mêmes valeurs? Oui. Cette intelligence financière, si elle ne vous conduit pas à l'indépendance et par la suite à la liberté financière, en fait, elle n'a pas existé. Parce que si elle existe, ça nous permet de progresser, ça nous permet d'aller très loin, de pouvoir, on va dire, créer de la richesse. Donc, créer de la richesse, il y a des mécanismes, il faut les maîtriser. Voilà. Et justement, accroître notre intelligence financière, on va le dire. Comment accroître notre intelligence financière? Alors, vous voulez accroître votre intelligence financière? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut donc participer à des formations. Il faut lire beaucoup, lire la vie des autres. Parce que si vous voulez devenir riche, commencez d'abord par découvrir, je veux dire, ceux qui vous ont dévancé. Ouais, allez vous inspirer. Mais justement, vous-même, vous venez d'évoquer ce constat tout à l'heure. Dans nos cursus scolaires et académiques, nulle part on nous parle de comment accroître cette intelligence. On nous dit, voilà ce qu'il faut pour devenir chirurgien. Voilà tout le parcours qu'il faut. Mais une fois que je suis chirurgien, je touche tel salaire, je dis n'importe quoi, 1 million de francs CFA. Mais ces 1 million de francs CFA, comment j'arrive à les utiliser pleinement? À quel moment de ma vie on m'apprend à gérer? C'est vrai, le constat il est net. Hein. On va le redire jusqu'à ce soir. En tout cas, au niveau du système éducatif ivoirien, ça n'existe pas. C'est-à-dire l'éducation, l'intelligence financière dans les programmes. Mais heureusement que les autorités ont pris la pleine mesure de la question. Ce qui fait que depuis exactement le 26 février 2020, le Conseil des ministres de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a décidé l'intégration de l'éducation financière dans les programmes
scolaire de la maternelle à l'université. Une communication a été faite sur le sujet. Donc comprenez que les autorités ont compris cette dimension-là, assez importante si nous voulons véritablement faire bouger les lignes. Vous voyez, on parle d'entrepreneuriat, comme il l'a dit. Entreprendre, ça s'apprend. Mais à côté de devenir un entrepreneur, il faut être un bon gestionnaire. OK? Parce que l'argent aussi, ça s'apprend. Vous allez voir que le riche, le pauvre ne se comporte pas de la même manière. Ce n'est pas possible. Le pauvre pense que la richesse, c'est l'argent. Or, le riche pense que l'argent est une richesse. Vous voyez déjà au niveau du mental, au niveau de la vision, il y a une différence. Et le pauvre n'a pas encore compris que les petits montants cumulés dans le temps deviennent une richesse. Pour lui, une pièce de 25 francs, c'est quoi? C'est lui qui aime sous-estimer même les petites pièces. Or, ces petites pièces, c'est ça, c'est comme ça qu'on bâtit l'intelligence financière. Voilà. Comprendre de petits mécanismes assez simples. Voilà. Qui nous permettent effectivement d'aller de l'avant. Et je termine en disant que quelqu'un qui ne sait pas gérer 1000 francs ne peut pas gérer 10 000. Quelqu'un qui ne peut pas gérer 1000 francs, ne sait pas gérer 1000 francs, ne peut pas gérer 10 000. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a, dans tout apprentissage, ce qui est important, c'est de maîtriser le mécanisme. Comment je gère les 1000 francs? Comment je repartis? OK? Si vous ne pouvez pas gérer les 1000 francs, même si on vous donne 10 000, ça sera, vous aurez le même problème. On vous donne 100 000, vous aurez le même problème. 1 million, vous aurez le même problème. Parce que vous n'avez pas appris, par exemple, à planifier. Vous n'avez pas appris à élaborer un budget. OK? Moi, quand j'ai mon salaire, OK, ça dit de façon, les yeux fermés, j'applique un principe 50-30-20. 50% pour faire face aux charges fixes, OK, aux charges obligatoires. 30% pour faire face, on va dire, aux charges courantes, on me fait plaisir, OK, voilà. Et 20% automatiquement pour mon épargne. Voici par exemple une technique qui m'a permis d'avancer. Ça, c'est une technique. Vous avez une autre technique ou vous, comment est-ce que vous évaluez cette situation? Déjà, je voudrais rebondir sur la première partie de la question. Comment est-ce qu'on peut développer l'éducation financière au niveau des populations? Comme il a dit, il y a la dimension macro au niveau de la responsabilité des autorités qui, en Côte d'Ivoire, ont pris justement le taureau par les cornes et ont institué le programme d'éducation financière et toutes les formations qui vont suivre. Mais aussi au niveau privé, des initiatives comme les nôtres et comme d'autres qui doivent permettre aux gens de prendre conscience que j'ai des problèmes d'argent. Donc même si je n'ai pas appris ça à l'école, même si je n'ai pas appris ça dans ma famille, s'il existe des cabinets ou des centres qui traitent de la question, je dois pouvoir y aller et apprendre. Aujourd'hui, on voit avec le sport, on a eu l'EPS à l'école. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment suivi ce qui se passait. Mais aujourd'hui, les gens payent peut-être 20 fois plus cher pour être dans des salles de sport pour rattraper justement ces compétences qu'ils n'ont pas développées au niveau physique. Donc, être conscient que si on n'a pas reçu quelque chose au niveau culturel, au niveau scolaire, au final, on en manque. Donc, plutôt que de responsabiliser l'État, c'est la faute de l'État, il faut se dire, s'il est possible que j'aille mieux financièrement, je dois faire ce qu'il faut pour. Donc, moi, au niveau des finances personnelles, au niveau de la gestion, comme il le disait, il ne faut pas sous-estimer l'effet de l'incapacité en pensant que quand je gagnerai plus, je vais pouvoir m'en sortir. Je vous donne une histoire vraie. À l'école de la bourse, j'écoute les apprenants, je les aide à faire leur plan d'investissement et dedans, ils me donnent leur salaire et leur épargne. On a un membre de 2018 qui a un salaire d'1,3 million. Selon vous, avec 1,3 million, quel est le taux d'épargne qui peut en découler? Faites-moi une proposition. Je dis n'importe quoi, il peut épargner 300, 400 000, je dis n'importe quoi. Il épargne 50 000. Cas réel. Donc, on sous-estime souvent le fait que si quelqu'un ne sait pas gérer 300 000,
ne vous imaginez même pas qu'il sera géré 1,3 million. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que dans l'intelligence financière, il y a vraiment cette dimension-là. Apprendre aux gens à créer la richesse, mais apprendre aussi aux gens à savoir conserver. Et pour pouvoir conserver, il faut d'abord savoir où tu en es. Donc moi, avant de proposer une stratification du budget, je demande aux gens de faire le point de où ils en sont. Pour ça, on note les dépenses réelles que vous effectuez sur une période donnée. On prend généralement 3 mois. Parce que si vous prenez un seul mois, il peut y avoir des effets d'exception. Donc quand vous notez sur 3 mois vos dépenses réelles, ne notez pas certaines... Non, ce qu'on veut faire, on veut évaluer là où vous êtes. C'est comme quand vous voulez vous peser, le poids qui sort, c'est votre poids. Quand vous notez, vous arrivez enfin à savoir où va votre argent. Donc quand vous savez maintenant où va votre argent, on va appliquer un programme qui s'appelle RAS. R pour retirer, A pour atténuer et S pour substituer. Donc en fonction des différents postes de dépenses que vous avez trouvés, on va essayer de retirer ce qu'on peut retirer, d'atténuer ce qu'on peut atténuer et de substituer d'autres. Et on se donne une dynamique sur l'année à raison de 1% par mois, c'est un objectif. Donc quelqu'un qui gagne 500 000 doit pouvoir récupérer 5 000 francs au premier mois. Puis un autre poste sur lequel il récupère 5 000 francs au deuxième mois, et ainsi de suite. Ça permet au début à la personne qui ne sait pas épargner, qui n'a pas d'épargne, à la fin de la première année du plan, d'épargner 12% de son revenu. Les plus courageux vont à 1,5%. Ouais. Donc à la fin de la première année, ils épargnent 18% de leur revenu. Donc nous, on ne propose pas d'abord du budget, on dit juste, dis-nous où tu es. Et ce que tu vas dire va induire naturellement les ajustements. Alors ce tableau, il est bien beau. Quand j'entends ces chiffres, je me dis c'est quelque chose qui doit décoller assez facilement. Mais quand on connaît le contexte de l'Afrique, l'analphabétisation, les populations rurales qui sont enclavées chez elles, le producteur de cacao quelque part au fin fond de la Côte d'Ivoire, comment lui, il est sensibilisé à ces notions-là pour la gestion de ses finances? Déjà, il faut savoir que dans le monde rural, la compréhension des règles financières est souvent plus simple que pour nous dans le monde urbain. Un planteur sait que lorsqu'il récolte, je prends le cas des céréales, il doit mettre de côté une partie pour renouveler les semailles et récolter l'an prochain. Donc ce simple mécanisme-là perpétue sa capacité à avoir du revenu parce qu'il reproduit la création de richesse. Donc on va lui apprendre les autres aspects, mais on est à peu près sûr que chaque année on va le trouver être capable de générer de l'argent parce qu'il renouvelle sa création de richesse par les semailles. Le problème qu'on a dans le monde urbain, c'est que le salaire, qui est un peu comme la récolte du planteur, on a perdu l'habitude de récupérer la partie semaille. Les gens consomment toutes leurs ressources. Donc les surendettés que le maître croise sont plus souvent dans le monde urbain que dans le monde rural. Maintenant, il y a des programmes d'alphabétisation spécifiques qui ont été conçus qui vont mieux exposer à travers les langues locales pour pouvoir passer des outils financiers, des concepts financiers à ces populations-là. Mais je voulais dire déjà que le mal n'est pas toujours dans ce sens-là. Le mal n'est pas toujours dans ce sens. Alors moi, je voudrais, tout en rebondissant, dire que, à la vérité, les besoins en matière d'éducation financière diffèrent donc selon les couches sociales. Voilà. Le besoin en matière d'éducation financière d'un fonctionnaire ne sera pas le même que pour le planteur de café cacao. Donc, il y a un besoin d'adapter, on va dire, des programmes spécifiques, des contenus spécifiques. Quand on prend le planteur, il a besoin de savoir gérer le flux d'argent entre la petite saison, la grande saison, ok? Comment gérer pendant le passage à vide. Si vous avez remarqué le problème auquel nos planteurs sont confrontés généralement, surtout à la rentrée scolaire, c'est qu'on attend toujours la petite saison là. Hein? On attend de vendre le café cacao avant de pouvoir payer la scolarité des enfants. Donc pour ce planteur, il y a donc lieu de lui donner donc, des compétences pour qu'il puisse gérer, on va dire, ses ressources, puisque ça ne tombe pas tous les mois comme le fonctionnaire. Voilà, c'est périodique. Donc il faut qu'il sache gérer ces flux-là. OK? Ensuite, gérer les flux, c'est également
pour lui, savoir mettre de l'argent de côté, donc épargner. Justement, parlons de ce côté épargne. Comment est-ce que comment amener les populations à aller à l'épargne? Parce que de plus en plus on en parle, les banques se plaignent, le taux d'épargne est assez faible, les autorités se plaignent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux Africains vraiment de partir à l'épargne et ensuite à l'investissement? Je l'ai dit, vous savez, l'épargne, c'est une culture qu'il faut développer. Il faut apprendre à mettre d'abord un peu d'argent progressivement. Une fois, c'est comme une voiture que vous mettez en marche. Hein. La première, elle est un peu lourde. Ensuite, on passe en deuxième, en troisième, et ainsi de suite. C'est pareil chez nous. N'oubliez pas que nous ne naissons pas avec cette culture de l'épargne. La preuve, prenez, appelez tout de suite sur ce plateau un garçonnet ou une fillette de 3, 4, 5, 6, 7 ans, donnez-lui une pièce, son premier réflexe c'est de courir pour aller vers la boutique, pour dépenser. Ok? Donc nous avons beaucoup plus une culture de dépense qu'une culture d'épargne. Et pour ce faire, il faut apprendre. Je sais que dans certaines familles, on commence d'abord avec les tirelires, le petit cochon, dans lequel on met une petite pièce, 2 petites pièces, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on a suffisamment de pièces. Voilà, c'est là que ça doit commencer. Deuxième élément, il va falloir que les Africains apprennent à faire le distinguo entre leurs envies et leurs besoins. Entre leurs envies et leurs besoins. Oui. Comment comprendre cela? Parce que, vous savez, souvent nous investissons beaucoup dans les envies. Mon voisin a un écran plasma, il me faut avoir un écran plasma. OK? Et donc, on va mettre le salaire ou ses revenus dans la fête, oubliant que juste après la fête, le 14 janvier, dernier délai, il y a une facture d'électricité à payer. Donc, il y a la culture de la planification qui doit pouvoir, en fait, nous être enseignée. Il faut sensibiliser sur cette nécessité de mettre de l'argent de côté régulièrement. Et moi, quand je suis en situation de formation, je n'hésite pas à dire donc à mes auditeurs, puisqu'il vous est difficile d'épargner, commencez par considérer l'épargne comme votre première dépense. De considérer l'épargne comme une dépense. Comme la première des dépenses La d'ailleurs. première des dépenses. Autant vous allez mettre le loyer, 150 000, mais commencez par mettre déjà épargne. Considérez ça comme une dépense. Voilà. Ça, c'est un processus que vous partagez aussi. En fait, comme il le dit là, la pratique qui consiste à épargner ce qui reste après avoir honoré les différents engagements conduit souvent à ne rien mettre de côté. Parce que nos envies et nos besoins et nos obligations, et en fait tout ça, ça dépasse largement ce qu'on gagne. Donc quand les gens commencent par là, ils finissent avec rien. Donc nous, ce qu'on dit, c'est de comprendre la chose comme dans le monde rural. C'est pour vous dire que dans le monde rural, la compréhension est très facile. Quand un paysan récolte des céréales, je reprends l'exemple pour que vous puissiez bien comprendre, quelle est la première chose qu'il met de côté? Céréales. C'est ce qu'il doit prendre pour s'aimer. Ouais. Donc, être conscient que ce qu'on met de côté, c'est la première chose. Parce que si le paysan commence, ou si le village commence à vivre de la récolte, la prochaine saison de semailles viendra et ils se rendent compte qu'ils n'auront plus rien à semer. Donc c'est pourquoi, historiquement, on met toujours de côté la partie à semer avant de commencer à répartir le reste. Donc moi, je n'appellerai pas ça dépense, mais je leur expliquerai avec l'image des semailles pour dire le problème que vous avez, c'est que vous voulez finir de vivre avec votre récolte avant d'aller semer. Résultat, vous ne semez jamais rien. Alors, l'intelligence financière, moi je dirais simplement l'autonomisation financière, arriver à être indépendant financièrement, c'est quelque chose de fondamental. Une demi-heure, c'est pratiquement insuffisant pour en parler, mais rapidement, en une minute chacun, si vous aviez des conseils vraiment de manière pratique, comment l'Africain doit s'organiser pour pouvoir sortir de cette étape-là? D'abord, si disons le conseil que je voudrais donner donc à chacun des Africains qui nous regardent,
c'est de leur dire que tout part d'abord d'un rêve. Tout part d'un rêve. Il faut que les Africains apprennent à rêver grand et beau. Mais rêver grand et beau, je ne suis pas en train de faire allusion au rêve que nous faisons lorsque nous dormons la nuit. Rêver grand et beau, c'est en fait ce rêve qui nous empêche de dormir. Quand vous avez un rêve qui vous empêche de dormir, alors ça voudrait dire que vous avez quelque chose qui vous tient et que vous avez appris donc à élaborer clairement un objectif à atteindre. Si vous n'avez pas d'objectif d'épargne, si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, il vous sera difficile d'aller de l'avant. Donc la première des choses, c'est cette mentalité-là qu'il faut intégrer. Et je termine en disant que, vous savez, que tout ce qui nous freine, très souvent, c'est lié à la culture, c'est lié à un certain nombre de paramètres. C'est souvent des chaînes mentales. Ce sont des chaînes mentales qui nous retiennent. Il faut identifier ces chaînes, les briser et avancer. Voilà. Merci, M. Yao Félix. Être en tension financière, avoir tout le temps des problèmes financiers n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas condamné à toute votre vie vous questionner, comme on dit, serrer la ceinture sur l'argent. Ceux qui nous écoutent, les Africains qui nous écoutent, doivent savoir que toutes les dimensions de l'argent ont déjà des solutions qui existent pour leur permettre justement de faire les passages. Si vous gagnez 200 000 francs, 300 000 francs par mois, je sais et vous savez que ce n'est pas beaucoup. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que vous pouvez créer de la richesse. Créer davantage de richesse. Que vous soyez salarié ou pas. Moi, je suis salarié et j'ai une entreprise. C'est possible d'être salarié entrepreneur. C'est un débat qui est déjà traité. Ce n'est même pas un débat même. En France, il y a le statut légal qui existe. Donc, être conscient de ça, je peux accroître mon revenu. Si j'ai du mal à gérer, il y a des méthodes, que ce soit celle du maître ou la mienne, pour apprendre à améliorer sa maîtrise des flux. Au niveau de l'investissement, vous n'êtes pas condamné à investir et toujours perdre. Il y a des leviers qui existent. On parlait il y a quelques semaines des marchés financiers de la BFVM. Investir sur la SODECI qui continuera à nous vendre de l'eau et on continuera à en boire peut être un levier plus intéressant qu'investir dans une société dont les plantations ne sont toujours pas vues jusqu'à aujourd'hui. Donc pour toutes les dimensions du problème de l'argent, il existe des réponses. Il faut juste que vous veniez aux nouvelles, vous veniez poser vos questions, que ce soit avec les programmes privés qui existent ou avec les initiatives publiques qui seront lancées. Merci encore Brice Kwao. Je rappelle que vous êtes analyste financier indépendant et nous étions aussi avec M. Yao Félix, coordonnateur programme éducation financière. Et nous avons parlé de cette thématique, l'intelligence financière. Mesdames et messieurs, c'est permis à tout un chacun et c'est peut-être même un devoir apprendre à gérer pour être autonome financièrement. Des pratiques ont été données, la formule RAS, tout le programme qui est mis en place, c'est d'abord déjà épargner et apprendre à gérer ses finances. Merci encore de nous avoir suivis. C'est ici que se referme cette émission. Agréable suite au programme sur nos antennes.